Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Wally Seck est rentré chez lui. L'artiste a finalement bénéficié d'une mise en liberté provisoire après avoir déposé une caution de 210 millions de francs CFA. Le doyen des juges d'instruction du pôle judiciaire financier lui a notifié le chef d'inculpation d'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée et de blanchiment de capitaux. À Djamel, la première vague de sinistrés a été recasée à l'école 1 du quartier sous les ordres de l'autorité préfectorale. Les sinistrés ont listé une panoplie de doléances face à cette situation qu'ils jugent inquiétante. À suivre dans cette édition le reportage d'Amadou Omar Diallo. Enfin, garage Lat Dior de Dakar, l'opération de déguerpissement menée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Bamba Cissé, a été exécutée par les agents municipaux. Une intervention qui laisse derrière elle la désolation totale chez les commerçants établis sur place. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, Wally Seck est rentré chez lui. L'artiste a finalement bénéficié d'une mise en liberté provisoire après avoir déposé une caution de 210 millions de francs CFA. Le doyen des juges d'instruction financier lui a notifié les chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs en bande criminelle organisée et de blanchiment de capitaux. Le chanteur est cité dans le rapport de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières relatives à des opérations suspectes estimées à 5,597 milliards de francs CFA. Je propose d'écouter l'un de ses avocats, Maître Abdou Djalikan. À la suite de l'audience que nous venons de tenir avec le juge d'instruction, c'est que Ibrahima Wally Seck a été inculpé pour les infractions d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Nous avons cru devoir, pour éviter toute surprise, procéder à la consignation du montant de 210 millions relatif à une transaction portant sur un véhicule. Alors, à la suite de ça, le juge d'instruction lui a accordé la liberté provisoire. Je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de la question de consignation. La consignation n'a absolument rien à voir avec la culpabilité. La consignation, c'est une offre qui est faite à une personne poursuivie par le code de procédure pénale. Et que donc, à la fin de la procédure, si la justice considère que la personne qui a procédé à la consignation est innocente, les sommes qui ont été consignées vont lui être restituées. Donc il faut arrêter de faire cet amalgame en considérant qu'une personne qui consigne fait un aveu de culpabilité. Donc globalement, c'est ce qu'on peut retenir à la suite de cette audience. Ibrahima Wally Seck est totalement libre de ses mouvements et maintenant la procédure d'instruction va continuer jusqu'à son terme. Il est fort possible qu'en cours d'instruction, un non-lieu lui sera accordé dans la mesure où la transaction portant sur ce véhicule ne rend compte d'aucune des infractions pour lesquelles il a comparu devant le juge d'instruction. Le seul fait qui concerne Wally Seck est le fait relatif à cette transaction portant sur le véhicule. C'est le seul fait pour lequel il a comparu devant le juge d'instruction.
À Djamel, la première vague de sinistrés a été recasée à l'école 1 du quartier sous les ordres de l'autorité préfectorale. Les sinistrés ont listé une panoplie de doléances face à cette situation qu'ils jugent inquiétante, n'est-ce pas Amadou Omar Diallo? La première vague des sinistrés vient d'être recasée sous les ordres de l'autorité préfectorale de Matam. Situation oblige, ils sont passés leur première nuit dans l'obscurité sans électricité. Relogés à l'école 1 du quartier sous la menace des moustiques et des eaux stagnantes qui occupent une partie de l'établissement, ces derniers sinistrés de Djamel ont prononcé leurs premiers mots. Lorsque l'eau était en contact d'un de nos bâtiments, je suis parti pour avertir Madame le Préfet, pour la dire d'ici ce soir ou bien d'ici demain, nous n'avons plus là où aller et que nos maisons sont envahies par les eaux. Raison pour laquelle elle a pris l'initiative et l'engagement de nous amener au niveau de l'école. Avant de nous amener au niveau de l'école, elle a pris aussi les devants. Prendre les devants, c'est faire appel aux services d'hygiène qui sont venus désinfecter les lieux. Raison pour laquelle nous avons pu rejoindre cette école. Maintenant, aussi, je note aussi l'engagement de Madame le Préfet toujours, qui a eu quand même à nous doter de 20 matelas. Parmi eux, des femmes. Awacham, cette femme au foyer, se soucie déjà de la santé de ses enfants exposés à certaines pathologies. Poser des maladies comme la diarrhée et d'autres maladies. Certains de nos enfants sont tombés malades, c'est très difficile. Au regard de la situation jugée inquiétante, ces sinistrés listent une panoplie de doléances à l'endroit des autorités. Et que nous voudrions aussi avoir ce qu'on appelle des moustiquaires. Des moustiquaires, si on a une trentaine, 40 moustiquaires, je crois que ça serait suffisant. Actuellement, nous n'avons pas d'électricité. Bon, la nuit, hier, c'est notre première nuit ici. On est passé ici sans électricité. Les vieux se sont servis de leurs lampes, des fois même qui ne sont pas très claires. Et ici, bon, vous savez que c'est une école. Ça n'a pas été balayé la cour et tout. Des serpents ou tout peut surgir de nulle part et venir attaquer les gens. Au total, 4 familles recasées, composées d'une 50aine de personnes. Selon ces familles, vu l'accélération des crues, c'est une nouvelle page d'intempéries qui s'ouvre à Djamel et alentour. À ce rythme délaché, d'autres habitants risquent de les rejoindre. Forêt classée de Sébi-Kotan, les populations regroupées au sein du collectif de Dougar, Gandoul et Nokura se disent victimes de détournement d'objectifs par un promoteur qui a entamé des travaux pour la construction d'un port sec sur 115 hectares. Les populations dénoncent l'attribution de plusieurs hectares à des privés au détriment des populations propriétaires. Je propose d'écouter la réaction de Charles Thioun, coordonnateur des collectifs de Dougar, Gandoul et Doukoura. Il est interrogé par Babacar Seck. 115 hectares pour une activité privée à but lucratif. Alors, aucune consultation publique n'a été organisée, privant les populations locales de leur droit à s'exprimer. L'autorisation exceptionnelle de démarrage des travaux est illégale, puisqu'elle devrait émaner des services de la direction des eaux et forêts et non du cabinet du ministre de l'Environnement. Alors, inutilité du projet. La pertinence de la réalisation de ce port sec est infondée, puisque l'État développe les ports de Sendou et de Ndayane avec plus de 1500 hectares de terres réservées dans le seul but de désenclaver le port de Dakar. Alors, il y a aussi le besoin urgent des populations pour désengorger l'habitat, reloger les jeunes générations, mais aussi créer des emplois locaux via une zone d'activité. Ce protocole ouvre la voie à la privatisation, voire même à des attributions maquillées de terres, des forêts classées, à des privés, au mépris des droits des communautés et de l'environnement et de la loi. Par contre, pour ce dossier, il y a des pratiques à bannir. Le soupçon de corruption au sein de l'administration territoriale locale, de la mairie de Diamniadio, du ministère de l'Environnement et particulièrement à la direction des eaux et forêts. Direction garage Ladjor de Dakar, l'opération de déguerpissement menée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Bamba Cissé, a été exécutée par les agents municipaux. Une intervention qui laisse derrière elle la désolation totale chez les commerçants. Reportage sur place avec Ndeye Alifal et Cheikh Ahmed Tidjandouf. Des étals et des boutiques entièrement détruits. Des commerçants désespérés, assis, impuissants, ne sachant plus vers qui se tourner après cette opération de déguerpissement.
Interpellé, le jeune soudeur métallique déplore la manière dont l'opération a été menée, estimant qu'il aurait dû cibler uniquement les zones réellement encombrées. C'est très difficile pour nous. La plupart sont des pères de famille. Nous ne sommes pas d'accord avec cette opération. Les priorités étaient ailleurs, pas ici. Nous ne dérangeons personne. C'était juste un garage. Il y a énormément de pertes. La trentaine, cette dame préférant garder l'anonymat, juge également ce déguerpissement illégal et se dit incapable d'évaluer l'ampleur des pertes subies. Je suis commerçante et je travaillais ici. Ma petite cantine a été détruite sans aucun délai. Ils sont venus ce mercredi à midi pour nous dire que nous devions quitter les lieux le lendemain. Jeudi matin, ils ont commencé à démolir les étals et les magasins. Mais nous ne pouvons rien dire. C'est l'État. C'est surtout la manière dont ils ont procédé qui est inacceptable. Même sentiment chez cette mère de famille, restauratrice, trouvée assise désemparée qui ne sait plus à quel sens se vouer. Ils m'ont simplement annoncé que je devais partir le lendemain sans préavis, sans discussion. Ils sont arrivés, ont fait leur travail et sont repartis. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aide pour pouvoir nourrir ma famille. Une opération qui, malgré la volonté des autorités de réorganiser l'espace public, laisse derrière elle un profond sentiment d'injustice et d'incertitude pour ces commerçants, désormais privés de leur unique source de revenus. À l'instant, le reportage de Neyali Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le virus du Mpox circule dans notre pays. La preuve, le deuxième cas détecté est un patient qui vit au Sénégal selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Fort de ce constat, le directeur de la prévention appelle la population à observer les mesures d'hygiène classiques pour éviter la propagation de la maladie. Voici les explications de Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Considérer que cette maladie Mpox avec cas qui a été notifié, c'est que nous sommes en présence d'une maladie qui est actuellement en train de circuler dans le pays. Ce n'est plus une personne étrangère qui était de passage ou bien qui s'est venue au Sénégal qui l'a, mais selon nos informations disponibles actuellement, c'est une personne qui apparemment n'a pas quitté le pays, donc qui s'est infectée dans le pays et qui signifie que le virus est en train de circuler. Donc de ne pas négliger ce phénomène et que peut-être que si on s'y prend garde, eh bien ça va prendre de plus en plus de proportions qui peut-être qu'il faudra qu'on essaye de l'endiguer dès maintenant, en tout cas que tout le monde essaye de faire attention à cette maladie qui, comme on le dit, a une contamination interhumaine directe de contact de peau à peau, surtout essentiellement par les lésions, par les coups, par les sérosités et par même contact sexuel éventuellement. Donc les gens prennent les mesures d'hygiène classiques, à savoir d'abord la prévention, c'est d'éviter le contact avec pour le personnel de santé ou les autres des objets souillés, mais surtout la contamination de personne en personne par contact direct peau à peau ou bien par des embrassades, par des respirations, par même si c'est dans une moindre mesure, par la circulation de sérosité d'une manière ou d'une autre, ou par le port ou l'échange de l'utérus éventuellement. Donc, autrement dit, c'est une maladie contagieuse qui peut revêtir une contamination interhumaine actuellement et que le virus est en train de circuler. Et que quand on voit des lésions cutanées, notamment des boutons apparus au niveau du visage, au niveau des parties, des extrémités, et qui, dans un contexte fébrile, il faudra aller vers la structure sanitaire la plus proche et également éviter le contact avec ses proches immédiats. À l'instant, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Changement climatique, l'ADM, Agence de développement municipal, lance un guide national pour renforcer la résilience climatique des collectivités territoriales. Ce document, fruit d'un travail collaboratif entre l'ADM et la direction du changement climatique, doit permettre aux communes d'élaborer des stratégies adaptées et efficaces face aux effets du réchauffement climatique. Explication Catherine Siganour et Moussa Dia.
Les parties prenantes du PACASEN ont partagé le guide harmonisé d'élaboration des plans climat-territoriaux, un document appelé à devenir un outil de référence pour les collectivités locales dans la lutte contre les effets du changement climatique. Ce guide va faciliter l'élaboration des plans climat des collectivités territoriales, selon le secrétaire général de l'Agence de développement municipal. Aujourd'hui, nous faisons l'atelier de partage du guide harmonisé d'élaboration des plans climat territoriaux au profit des collectivités territoriales. Nous le faisons dans le cadre du PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, qui, dans sa phase financement additionnel, a prévu des aspects qui sont liés au changement climatique. Dans la stratégie de la mise en œuvre, nous avons discuté avec les acteurs territoriaux, avec les partenaires techniques et financiers du programme pour élaborer un guide qui va faciliter l'élaboration des plans climat pour les collectivités territoriales. Beaucoup d'aspects négatifs sont notés dans les collectivités territoriales. Ce guide va donc aider les élus à mieux lutter contre les changements climatiques. Ce guide va permettre aux collectivités d'avoir les instruments nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Nous avons constaté dans les collectivités territoriales, il y a beaucoup d'aspects négatifs du changement climatique. On peut citer l'avancée de la mer, les inondations, les questions qui touchent un peu de sécheresse sur certaines parties du pays. Et tous ces effets néfastes sont liés au changement climatique. La prochaine étape de cette stratégie sera l'application effective du document. Oui, sur la stratégie, c'est extrêmement important. Nous avons élaboré un guide. La prochaine étape, c'est définir les voies et moyens pour son application. Ça ne sert à rien d'élaborer un document et qu'on ne puisse pas l'appliquer. L'application va reposer peut-être sur un ou deux éléments. Le premier élément, vous l'avez évoqué, c'est les ressources financières. Le second élément peut être peut-être les ressources humaines. Sur les ressources humaines, nous avons prévu de faire des sessions de formation, d'accompagnement avec les acteurs, les spécialistes de la matière pour permettre aux collectivités de l'appliquer correctement. Avec cet outil, l'ADM, Agence de développement municipal, et ses partenaires entendent doter les communes d'un cadre opérationnel afin de renforcer leur résilience face aux aléas climatiques et d'inscrire durablement la transition écologique dans les politiques locales. Catherine Siganou, parlons de tout à fait autre chose. Après 2 ans d'activité, le Haut Conseil du dialogue social compte partir sur de nouvelles bases. Son président, Mamadou Lamine Dianté, annonce la mise en place d'un comité de suivi afin d'apaiser le climat social. Le Haut Conseil du dialogue social a par ailleurs formulé des recommandations aux autorités pour une bonne rentrée des classes. Le point avec Muntaga Kane et Momodouba. Fort des recommandations du chef de l'État, les responsables du dialogue social misent sur une meilleure efficacité dans l'accomplissement de leur mission. Et il a suggéré que nous puissions réfléchir sur les réformes nécessaires afin d'adapter les actions du Haut Conseil du dialogue social aux nouvelles exigences du monde du travail. Et vous savez également que, au-delà du cadre stratégique d'intervention du Haut Conseil du dialogue social prévu pour 2025 à 2027, il y a aussi un nouvel instrument qui gouverne aujourd'hui les relations sociales au Sénégal, à savoir le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ils promettent de mettre sur place un comité de suivi qui aura pour mission d'apaiser le climat social. Nous allons travailler avec le ministère en charge du travail et de la fonction publique pour que nous puissions avoir un comité de suivi dans les meilleurs délais avec l'ensemble des organisations syndicales pour apporter les réponses du gouvernement et tenter donc d'apaiser le climat social. La rentrée des classes fait partie de leurs préoccupations. Et cela va nous permettre donc de faire une meilleure appréciation du climat social, notamment en direction de la rentrée des classes pour les élèves et les étudiants. Et nous allons, dans les meilleurs délais, formuler les recommandations aux autorités et interpeller directement celles qui sont directement concernées.
Les conclusions de cette assemblée plénière seront soumises au chef de l'État pour qu'il puisse signer un décret devant permettre l'application des nouvelles ambitions du Haut Conseil du dialogue social. Enseignement supérieur, l'université Iba Der Thiam de Thiès et l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole, signent une convention de partenariat. Les deux institutions souhaitent contribuer au renforcement du pôle territoire ouest et cette convention permettra dans l'avenir de mettre sur pied une UFR des sciences économiques et de gestion à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Thiès, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Des axes transversaux sous-tendent cette collaboration entre l'université Iba Der Thiam de Thiès et l'Institut sénégalais de recherche agricole. Un partenariat en droite ligne des objectifs du pôle territoire de Thiès. Professeur Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'université de Thiès. Des pôles territoires, nous avons un grand espoir dans la réorganisation de toutes nos activités. Je parle pas seulement de l'université, mais de toutes les activités autour de la formation, de la recherche, des sciences agronomiques, des sciences humaines, des sciences de gestion, etc. Au sein de ce pôle territoire vers l'atteinte d'un seul objectif, de faire contribuer notre pôle territoire de façon significative à l'atteinte des objectifs qui ont été fixés par les autorités politiques. Du côté de l'ISRA, l'on reste optimiste, les objectifs sont à portée de main, à entendre le directeur de l'Institut. La souveraineté alimentaire, je l'ai toujours dit, ce n'est pas seulement la partie production. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le développement des innovations et des technologies contribue significativement à l'atteinte, avec l'université, des compétences qui vont travailler sur le développement d'applications informatiques, sur des outils qui permettent de piloter la production, mais surtout avoir aussi des modèles sur la commercialisation et la mise en valeur. Donc vous voyez, c'est un ensemble de services et de compétences et de paquets qu'ensemble, on pourra en tout cas montrer qu'il est possible que la génération de connaissances et la génération d'innovation peuvent accompagner les acteurs des chaînes de valeur, mais surtout les jeunes que nous formons et qui sont dans le marché de l'emploi. Les autorités universitaires et celles de l'Institut sénégalais de recherche agricole prospectent déjà à la mise en place d'unités de recherche et de formation en environnement et en agriculture. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV, reçoit ce soir Demba Seydi, directeur des programmes de Cajuste, citoyen actif pour la justice sociale. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.